donc debout. Je commencerai donc cette allocution en disant que oui, voilà l'enjeu principal, en fait. Se mettre debout. Quand des systèmes nous appellent, nous incitent, parfois directement, parfois violemment, parfois subrepticement, parfois insidieusement, à nous coucher, à accepter, à assumer une fatalité qui nous dépasse. Une fatalité sur laquelle on n'aurait aucune prise, plus aucun pouvoir, plus aucun libre arbitre. Tout serait déjà en fait déterminé, prédéterminé. Alors le déterminisme a existé depuis des siècles. C'était ce déterminisme presque spirituel, religieux, qui prévalait en fait dans nos vies, nos existences, et on essayait de combiner une forme de déterminisme divin dans tout ce qui nous arrive, avec une forme de libre arbitre personnel. Et ça a été une lutte permanente entre des allers-retours incessants, entre déterminisme, le cadre de vie qui nous est posé à notre naissance, notre cadre d'évolution existentielle, et ensuite notre libre arbitre. En quoi notre volonté influe-t-elle sur cet état initial dans lequel on arrive? Je pense que c'est la meilleure des introductions, non pas parce qu'elle est personnelle, mais plutôt parce qu'elle colle à une situation à laquelle nous sommes tous confrontés. Les nations existent, elles existent encore, à l'heure où les volontés, des velléités puissantes sont à l'œuvre pour tenter de les gommer, tenter de les effacer. Tenter. Je suis un irréductible optimiste de volonté, même si tout ce que l'on observe, que ce soit en France, pas nécessairement en Suisse, mais dans beaucoup de pays également dans le monde, nous pousse à une forme de pessimisme, de constat, dans ce qui nous est servi, offert toute la journée. Un univers dans lequel, donc, comme je vous le disais, nous n'aurions aucune prise. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. En fait, si vous êtes un individu, un être humain tout d'abord, que vous êtes incarné, vous êtes dans de la chair, que vous n'êtes pas limité aux 2/3 de ce qu'on voudrait que vous soyez uniquement, que vous mettez un supplément d'âme, un supplément d'esprit en vous, que vous mettez à être animé par quelque chose, animé par un esprit, animé par un idéal, animé par l'espoir, animé par l'espérance, animé par quelque chose, un animus qui est en vous, ça fait de vous des individus. Mais la partie n'est pas encore gagnée, parce que individu ne veut pas dire forcément individu libre, et encore moins citoyen. Et c'est là la clé, en fait, c'est le lien avec le thème que l'on a proposé ce soir au Club Suisse de la Presse, qui est la démocratie dans tout cela. Est-ce que c'est ou non le meilleur rempart contre la guerre? Une guerre qui vient ou une guerre qui serait déjà là parmi nous? Encore une fois, subreptice, insidieuse, qu'on ne verrait pas. Et pourquoi le lien avec l'individu? Parce qu'au cœur de tout ça, vous avez la notion de citoyenneté. L'individu, qui est devenu de façon contemporaine un citoyen, avec des droits. Et ici, je suis heureux de parler ce soir en Suisse, sur cette terre, parce que j'estime que la Suisse, et comme peut-être d'autres démocraties scandinaves, sont encore des démocraties. Elles le sont encore. Elles peuvent être malmenées, elles peuvent être avec violence malmenées parfois, mais je pense qu'elles le sont encore. Pourquoi? Parce que, sauf erreur de ma part, la votation existe toujours chez vous. Elle existe toujours. Elle a été, je pense, plusieurs fois utilisée depuis 10 ans. Dans la dernière décennie, plusieurs votations ont pu avoir lieu encore chez vous. Chez nous, en France, la dernière fois qu'on a fait appel au peuple, c'était en 2005. C'était il y a 17 ans.
Donc le traité de Lisbonne est en fait un contournement de la voix du peuple français qui en 2005 a dit non, nous ne souhaitons pas intégrer ou demeurer en Europe, dans l'Union européenne, dans ces conditions. Nous voulons renégocier ou penser différemment notre destin, nous, national de Français, au cœur d'un concert d'États-nations européens. Nous avons une vision différente, nous refusons. Et pourtant, un des deux piliers non pas de la démocratie, mais de la République française, via sa constitution, est tombé en 2008, 3 ans plus tard. Quand Nicolas Sarkozy, en réunissant le Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat, ce Congrès a décrété que l'on pouvait contourner la voix du peuple parce que l'élection du président le lui autorisait. Le peuple français ayant élu Nicolas Sarkozy avait ensuite tout pouvoir de contourner une décision qui a été prise 3 ans auparavant par cette volonté populaire. Et ce congrès, il a été fondamental pour plusieurs aspects, mais notamment pour celui-là. Je ne parlerai pas forcément ici de la dépénalisation de la notion de haute trahison, en 2008 toujours, dans ce congrès, et ça en fait partie, bien sûr. Haute trahison qui pourrait concerner les élites, qui prennent le pouvoir, le contrôle. Car c'est ça, en fait, la clé. On ne parle que de Kratos, en fait. On ne parle que du pouvoir, en fait, au milieu de tout ça. Qui est la dynamique qui traverse toutes nos civilisations, toutes nos nations depuis le début. Le Kratos. Comment l'exercer? Comment le conquérir? Comment le conserver? Jusqu'ici, on pensait que le démos Kratos, le pouvoir du peuple, qui à mon sens est simplement un horizon indépassable, on tend vers cet horizon, on marche vers cet horizon. Nous ne sommes jamais véritablement heureux, nous ne sommes jamais véritablement en démocratie. On essaie d'y tendre en permanence, on essaie de s'en approcher. C'est un idéal, en fait. Et pour cela, nous avons des régimes politiques qui sont censés être les plus adaptés, les plus efficaces, les plus utiles pour tous marcher vers cette démocratie. Mais la réalité, parfois, est beaucoup plus dure ou beaucoup plus décevante. Car la France, et j'en resterai là-dessus juste sur l'aspect France, pour revenir après sur le sujet qui est la démocratie et la guerre, la France avait jusqu'ici deux principes constitutionnels majeurs qui garantissaient en fait être dans une constitution, une loi fondamentale, qui permettait, qui offrait à tout Français, non pas l'illusion, mais la réalité d'une vie dans une forme de démocratie, qui était le principe référendaire, l'appel au peuple, la consultation du peuple, alors pas forcément tous les 6 mois, mais au moins tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour des points d'inflexion sociétaux majeurs, et la représentation. C'était les deux choses. Le pilier référendaire est tombé en 2008, de fait. Depuis, il n'y a plus un seul référendum en France. Il n'y a eu que de pseudo-consultations, tantôt pour la vitesse des trottinettes, tantôt pour l'écologie pour tous, toutes ces choses-là qui n'ont aucun rapport avec notre contrat social. On peut parler d'écologie, d'économie, on parle de plein de choses. Mais tout d'abord, il faut qu'on soit sûr de vivre dans une société qui est conforme à nos aspirations. Le deuxième principe constitutionnel, est celui de la représentativité par les députés premièrement, voire par le président, donc qui reçoit les pouvoirs. Un président reçoit X millions de pouvoirs, comme des députés reçoivent dizaines de milliers de pouvoirs de chaque citoyen, dans une logique institutionnelle qui est très simple et qui aujourd'hui est attaquée, inversée. On postule depuis quasiment 2 siècles et demi, en Europe et dans une partie du monde, que c'est parce que tout d'abord, vous êtes un individu libre et souverain, avec une volonté de dire « moi je veux avoir ma souveraineté sur mon existence, déjà à titre personnel », et une fois réunis en société, vous donnez une partie de votre pouvoir, donc, à un représentant
qui va ensuite recevoir cette délégation de pouvoir, recevoir X milliers, X millions de pouvoirs, et à ce titre, avoir des droits, entre guillemets, exceptionnels, par rapport à vous qui avez des droits, on va dire, normaux. Mais ces droits exceptionnels qui sont donnés, actuellement, sont la cible d'une inversion. Encore une fois, insidieuse, subreptice et tout cela, bien sûr. Qui est en train d'être postulée et relayée par les médias comme la chose suivante. La liberté individuelle, vous êtes bien assis? La liberté individuelle n'existe pas vraiment. Ce qui existe véritablement, c'est la liberté collective. Ou Corée du Nord. Bref, ça, c'est un régime autocratique, tyrannique, dictatorial, qui sous-entend que vous n'avez aucune liberté individuelle, elle est d'abord collective, c'est le primat du collectif qui va peser sur vous et vous n'aurez aucun droit. Non, certes, le primat du collectif pèse toujours dans les démocraties par la majorité, bien sûr, mais il faut tout d'abord que les droits individuels aient été respectés. Et ce n'est pas le cas actuellement. Sortie de scène très discrète. On parle avec le sourire de choses tragiques. Tragique, pas vraiment. Dramatique, j'ai envie de vous dire. Tragique, ça nous laisserait penser qu'il y a une fatalité. Non, il n'y en a pas forcément. Elle est liée à nos volontés. Quel lien avec, encore une fois, la guerre, la démocratie? La démocratie, donc cet horizon indépassable, vers lequel nous voulons tous converger, et à mon sens, c'est mon postulat, le meilleur moyen de maximiser, via la liberté et la responsabilité collective, individuelle puis collective, le bonheur de tous. Je pense que la démocratie permet des dynamiques vertueuses dans la société. Dynamiques qui sont permises d'abord par la liberté, sanctuarisées par la souveraineté individuelle puis collective. Et cette souveraineté qui est permise par la liberté permet beaucoup de choses. La créativité, le génie, la solidarité, la joie, le partage. Autant de valeurs puis de principes, valeurs d'abord puis principes, parenthèse ouverte ici et tout de suite refermée, valeurs et principes ont été inversés, eux aussi. On a voulu pilonner la liberté, que ce soit peut-être ici en Suisse, mais surtout en France, en opposant la liberté avec la valeur santé. La valeur santé, c'est là, la liberté, c'est ici. Ne confondons jamais ça. La valeur de votre portefeuille de bourse sera toujours inférieure à votre liberté, même si l'argent permet d'avoir une forme de liberté, bien sûr. Mais quelle est-elle cette liberté si la liberté politique n'existe plus? Vous ne seriez, quelle que soit votre richesse, qu'un esclave économique, un esclave d'un système matérialiste. Et c'est ce système matérialiste dans lequel nous sommes replongés avec force, avec coercition, et qui accélère sous nos yeux, sous vos yeux. C'est ce système matérialiste duquel nous devons sortir. Je n'ai rien contre le matérialisme contemporain. Je n'ai rien contre la matière, l'argent, différentes choses. Je dis simplement que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de nos existences. Et que si nous restons enfermés dans une logique ultra-matérialiste et contemporaine, nous allons revivre ce qui a été vécu en 39-45 et avant ça encore en 14-18. Nous allons le revivre avec les mêmes drames, les mêmes souffrances. Ça se prépare. Ça se prépare pourquoi? Parce que le système qui sous-tend tout ce que nous vivons et subissons depuis des années et qui est en train de s'accélérer sous nos yeux, ce système ne tient que par une portion de vous-même. Une portion de vous-même qui n'est attachée qu'à la matière. Dès lors que l'on parle d'esprit, et derrière ce que ça suggère en termes de liberté, d'émancipation, de souveraineté et tout cela, tout ceci doit être combattu si ce système veut survivre. Si le système... Alors qu'est-ce que le système?
Qu'est-ce que le système? S'il existe. Mon postulat, que je développe aussi dans le bouquin, c'est que c'est une forme de collusion d'intérêts pratique entre ce qu'on peut appeler des oligarchies industrielles et financières qui ont la mainmise totale sur le dieu moderne, ou leur dieu moderne, qui est le dieu argent, création monétaire. Je me mets à créer la monnaie qui est la clé du paradigme contemporain, absolu. Étant créateur de cette monnaie, je me mets à la place de Dieu. En tout cas, dans un monde limité humain, bien sûr. Et donc, dans ce paradigme matérialiste, on ne peut pas avoir de place croissante pour l'esprit, la liberté, toutes ces choses-là. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que c'est nié déjà au démarrage de ce système, à la mise en place de ce système. Et là, je mets un coup de pied un coup de pied de plus dans une fourmilière, une autre. Ce qui nous est arrivé en France il y a 233 ans n'est ni plus ni moins en fait qu'une opération de sabotage de la puissance française. Au XVIIIe siècle, la France était première puissance au monde, la première, devant l'Angleterre. Les Anglais, conscients de cette supériorité et de la difficulté d'abaisser la puissance de la France, ont mené une guerre d'un certain type, une guerre psychologique de subversion. Ils ont préféré subvertir les esprits plutôt que de débarquer à Calais ou à Brest avec des forces coercitives. En subvertissant les esprits, en leur faisant croire que c'était bien de passer à un nouveau paradigme, pourquoi pas en soi? Les lumières au pluriel, je préfère la lumière de la vérité, et c'est personnel. Mais en passant à ce nouveau paradigme des lumières, on a fait croire à toute cette génération, qui était aussi avide de pouvoir, attention, encore une fois, le Kratos revient au milieu, qu'il fallait passer à autre chose. Mais derrière, en fait, cette illusion qui a été savamment entretenue pendant des décennies préalablement à 1789, disons-le, il y a en fait, avant toute chose, une compétition de nations. L'Angleterre devait prendre le pas sur la France. Et d'ailleurs, vous observez qu'au XIXe siècle ensuite, l'Angleterre était numéro 1. Elle était passée devant. Pourquoi? Parce que la France a subi l'une des plus atroces guerres civiles qu'elle a vécues entre 1791, on peut dire, et 1793. Et ce n'est que Bonaparte ensuite qui a essayé, je dis bien essayé, et il n'a pas réussi, de réconcilier les Français, qui avaient été largement divisés. Donc, 1789, c'est une guerre. Ce n'est pas une révolution. La conséquence, c'est la Révolution française, mais c'est une guerre entre deux nations. Et, je ne vais pas me faire des amis, mais la perfide Albion, à l'époque, a utilisé des ressources de subversion pour pénétrer certains esprits, notamment un esprit en particulier qui était Philippe Égalité, le cousin du roi de France, branche Orléans, face à la branche Bourbon. Ils ont joué de ces compétitions, intelligemment, pour dire il faut mettre un terme à tout ce système, dans lequel d'ailleurs vous n'aurez aucun pouvoir, Philippe Égalité. Alors que là, on vous propose d'avoir le pouvoir absolu. Ah, très bien. Donc Philippe Égalité, qui était le cousin du roi de France, qui avait accès à tous les réseaux, toutes les influences, et surtout la deuxième fortune du pays à l'époque, a été utilisé pour la Révolution. La Révolution ne s'est pas faite juste avec des masses spontanées qui se sont réveillées un jour et se sont unies et ont commencé à faire pique-pente. C'est pas ça du tout. C'est une opération financée avec une logistique, avec un noyau dur, avec une intelligentsia qui était présente. Et donc, on nous a vendu, à l'époque, que grâce à cela, nous étions rentrés dans l'ère moderne de la démocratie. La République permettait en fait à la France de devenir presque la première démocratie contemporaine, globalement au même moment que les États-Unis d'Amérique. Mais la contre-lecture, parfois, peut être décevante de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui a été à l'œuvre à l'époque, quand on décapite un roi,
quand on le décapite, alors qu'au troisième vote, je ne vais pas dire votation, au troisième vote, la décapitation du roi était passée à une seule voix. Au début, il y avait une majorité écrasante. Oui, il faut en finir, il faut le décapiter. Deuxième vote, on est vraiment moins sûr. Et sommes-nous vraiment sûrs de vouloir nous débarrasser de la figure tutélaire qui n'est pas qu'une figure politique, qui est aussi une figure religieuse, spirituelle? Troisième vote, à une voix près, c'est passé. La voix de son cousin, qui a voté pour. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, le roi, qui était celui qui tenait le lieu pour une puissance supérieure, Dieu, le Christ et j'en passe, le lieu tenant, celui qui tenait le lieu pour des puissances supérieures, a été décapité. Et donc, on nous a coupé de notre transcendance. Et c'est très grave. Pas sur le principe vraiment du monos pour du monos. Ce qui est très grave, c'est qu'on nous ait en fait symboliquement coupé ce jour-là d'un accès à une dimension supérieure, donc à l'esprit. Mais ensuite, autant il est possible, facile, de couper les branches d'un arbre, et du coup l'arbre ne produit plus de fruits, donc c'était les branches d'un arbre qu'on avait coupées ce jour-là, où on avait même taillé le tronc, autant il est beaucoup plus difficile de déraciner un arbre, ou d'enlever une souche. Et pour enlever cette souche, il faut le dévitaliser. Et ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup moins facile qu'élaguer un arbre. Ça prend des décennies. Ça a peut-être pris 2 siècles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France arrive sur un point de rupture, de possible non-retour, entre ce qu'elle a été, ce qu'elle est encore dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de citoyens français, qui sont toujours attachés à la France séculaire, millénaire, mais aussi ce qu'elle est dans sa contemporanéité, c'est-à-dire une forme de démocratie, même si cette démocratie est vacillante, ils sont encore attachés, mais il restera peu de temps avant que les choses ne basculent. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces puissantes à l'œuvre. Coupure de la transcendance, dévitalisation des racines. On peut l'observer dans d'autres pays. Ce n'est pas que la France. La France a ouvert le bal, entre guillemets. Il y a eu d'autres révolutions ailleurs, et des révolutions beaucoup plus dures. On dit souvent que la France est une des terres qui a créé le communisme. Oui, on a eu des épisodes très rouges en France, c'est vrai, mais le pays dans lequel ça s'est le mieux développé, ça a été tout d'abord la Russie, puis la Chine. Et encore une fois ici, c'était tourner le dos, encore une fois, une forme de transcendance. Pour mettre quoi en l'honneur de cette parcelle de divinité que nous étions? Eh bien, en fait, faire de nous des dieux. C'est une illusion. C'est un mensonge. C'est ce que je postule, en tout cas. Parce qu'on se rend compte de nos limites. On s'en rend compte. On a beau peser des milliards, on peut glisser en sortant de sa douche et se fracasser le crâne. Quel est notre pouvoir? C'est de l'hubris. C'est de l'illusion. Dans une illusion dans laquelle nous sommes entretenus pour permettre la pérennité, la reconduction et la pérennité de ce système. Système qui, à la fin, s'appuiera sur la division de tous contre tous, la division de tous, puis monter les uns contre les autres, tous contre tous. L'inversion des valeurs complètes, le mensonge permanent, on le vit. Je ne sais pas si vous le vivez en Suisse, mais en tout cas, on le vit en France. Les médias nous abreuvent toute la journée de mensonges permanents. Et ça doit devenir la norme. Et c'est pour ça que ça crée autant de dissonances cognitives dans l'esprit de nos concitoyens. À la fin, ils se sentent mal parce qu'ils se disent « mais attendez, c'est pas possible, c'est pas ce que je vois ». Quand ce qui est projeté par le média devient, il y a un océan entre la projection et votre réalité, vous vous sentez mal. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mensonge permanent. Le culte d'une forme de, non pas de paresse, mais de vice. Alors, il y a la paresse, bien sûr. Il y a ce cercle vicieux qui fait que travailler n'a plus forcément d'intérêt,
Être méritant n'a plus forcément d'intérêt. Le seul mérite, c'est le compte en banque. Le seul mérite, c'est de montrer ses fesses sur Snapchat ou Instagram. Donc tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfèrent à ce nouveau modèle, à ce nouveau paradigme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout vertueux. La vertu, c'est le chemin. On chemine tous en tant qu'individus vers quelque chose qui est, à mon sens, binaire. Et d'ailleurs, cette binarité, on la retrouve sur les frontispices des cathédrales ou des églises, à droite ou à gauche. À vous de choisir. Ou en haut ou en bas. Vous choisissez. Mais d'un côté, vous irez vers une ascension vertueuse, un chemin qui vous élèvera, et tout en vous élevant, votre matière sera moins lourde, votre corps sera moins lourd, vous serez animé par la joie, vous serez animé par du positif, quelque chose qui est plus que ce que vous êtes. Ou alors, ça sera vicié, vous serez toujours plus bas, vous serez toujours plus faible, vous serez toujours en fait vers ce cercle vicieux de la division et de l'anéantissement, de vous-même et de ce que vous représentez, vous, en tant que société aussi. Toujours plus bas. Et à la fin, c'est le sublime anéantissement. C'est pas sublime, hein, mais c'est un anéantissement. Et qui a déjà commencé. Quand vous vous sentez séparés les uns des autres, seuls, presque atomisés, c'est une voie vers cet anéantissement. Et donc, en fait, cette démarche, même si c'est très dur de résister à tout ça, ne dépend que de vous. De moi ce soir de vous en parler, bien sûr, ou d'échanger à ce sujet, mais ça ne dépend que de vous. Alors je regarde l'heure quand même parce que j'ai des impératifs, un impératif catégorique de l'heure, même si je ne suis pas kantien. Kant avait les mains propres, mais il n'avait plus de mains, aurait dit un autre philosophe. Ensuite, pour enchaîner sur la guerre qui, à mon sens, vient, je pense qu'une certaine forme de guerre arrive. Cette guerre peut être encore évitée parce que et elle doit être évitée absolument, parce que si nous y allons, ce sera encore la confrontation de peuples et de nations. Les peuples et nations n'existent plus sur les plateaux de télé. Le peuple, c'est pas bien. La nation, ça n'a jamais existé, la nation. Je rappelle que sur vos terres, ici en Suisse, il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je rappelle pour les Français qui nous regarderaient que le peuple existe dans la Constitution. Il existe en tant qu'entité. Et les magistrats rendent la justice au nom de ce peuple. Et le principe, qui je pense est un principe convergent à ce que vous vivez en Suisse également, c'est du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est l'alpha et l'oméga, c'est rien d'autre. Donc au milieu de tout ça, dans ce grand principe populaire qui en fait, qui est détourné, qui est progressivement nié, on arrive jusqu'à en nier l'existence. C'est au bénéfice de quoi? Et au bénéfice de qui surtout? C'est au bénéfice de quelques-uns, donc j'en parlais, ces oligarchies industrielles et financières, qui ont été utilisées, ou sont-elles toujours utilisées actuellement dans le cadre d'une guerre économique mondiale, guerre qui existe depuis des décennies. Donc elle n'a pas commencé depuis 2 mois avec l'invasion de Poutine de l'Ukraine et la riposte économique européenne et française qui a lancé une salve d'outils économiques contre la Russie. La guerre n'a pas commencé là. Elle existe depuis des décennies. Les nations se font la guerre. La France, par exemple, a perdu la guerre économique. Elle l'a perdue. Alors, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, cette guerre-là a été perdue pour une raison très simple. C'est qu'encore une fois, la même subversion qui avait été utilisée pour faire croire aux élites du XVIIIe siècle que c'était bien de décapiter le roi, que c'était bien d'en finir avec la monarchie parce qu'on allait avoir des futurs radieux, eh bien, la même stratégie de subversion a fait croire aux élites françaises, je parle de la France, mais pourquoi pas d'autres pays aussi, que l'ultralibéralisme, c'est bien.
D'ailleurs, c'est la seule doxa à défendre. Il n'y a pas autre chose. Ah bon? Mais il a existé jadis un capitalisme anglo-saxon, qui existe toujours, qui s'est ultra-financiarisé, très bien. Mais il a existé jadis un capitalisme français, il a existé. Un capitalisme rhénan, il a existé, il existe toujours. Alors pourquoi se détourner de ce qui est en fait lié à notre nature profonde et imposer des systèmes, des modèles qui sont parfois créés outre frontières et qui ne correspondent pas en fait au rythme et à la vitalité du pays en question, qui a sa propre langue, qui a son propre schème cérébral, qui a son propre rythme, qui a ses propres aspirations, qui a son propre univers collectif et sa propre conscience collective. Pourquoi imposer cela? Sauf si l'on vit dans une forme d'empire, sous un empire. La bipolarité, elle ne s'est pas arrêtée en 91, elle pourrait s'arrêter véritablement en 2022 ou en 2023, selon l'issue de ce qui va se passer en Ukraine et dans le monde. Parce qu'on a vécu encore dans un monde unipolaire, qui était bipolaire puis unipolaire, entre 91 et 2022. Et peut-être que Vladimir Poutine, je ne prends pas parti pour cette guerre, ni d'un côté ni de l'autre, a-t-il en fait réagi à des velléités aussi expansionnistes, pas que militaires, mais qui étaient aussi économiques, financières et pourquoi pas spirituelles derrière, et que cette réaction a mis un coup d'arrêt à une forme d'unipolarité, pour revenir à une forme de multipolarité qui était d'ailleurs demandée et protégée et défendue même par le président Chirac. Alors je parlais de l'ONU tout à l'heure. L'unipolarité, elle était déjà tombée, elle s'était déjà révélée de fait en 2003, lors de la guerre en Irak. Cette guerre était une guerre qui pouvait avoir certains motifs légitimes, possiblement, mais qui était absolument illégale. Et malgré l'illégalité de cette guerre, elle a été conduite par la première puissance mondiale. Donc ça, c'est une entorse de fait au droit international. L'ONU, comme la Constitution française, avec ses deux étapes, ces deux piliers qui sont tombés progressivement, l'ONU, ce jour-là, est devenue la SDN. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus capacité à être vraiment ce gendarme du monde, capable de dire à toutes les puissances, quelles qu'elles soient, stop, la paix d'abord, la diplomatie d'abord, la paix d'abord, faisons reculer la guerre. Les guerres ont eu lieu. Et souvent pour des intérêts d'énergie, des intérêts vitaux attachés à chaque nation. L'intérêt vital d'un pays, d'une nation, c'est d'avoir accès à des ressources énergétiques permettant ensuite de conduire des plans agricoles, artisanaux ou industriels et de faire en sorte que cette nation puisse avoir les moyens de sa subsistance d'abord et les moyens de production aussi. Et quand on reboucle avec ce qui s'est passé en France, quand je vous dis que je postule que la guerre économique a été perdue par la France, elle a été perdue à cause de la subversion, parce que toutes les élites françaises ont cru bon, via la doxa ultralibérale, qui est en fait un mensonge entretenu par les États-Unis pour effectuer le plus grand braquage, le vol de toutes nos ressources fondamentales, et notamment nos ressources technologiques. Et c'est ce qui se passe actuellement en France. Nos pépites technologiques sont acquises, alors qu'elles devraient être sanctuarisées, d'autant plus quand il y a du secret défense au milieu. Donc M. Rushy en parlait, c'est ce à quoi on veille quand on est dans le renseignement militaire. On fait attention aux ingérences extérieures, les ingérences de pays, de nations qui rentrent dans votre patrimoine culturel, technologique, financier, tout ce que vous voulez, pour essayer de saboter votre puissance. Encore une fois, c'est du sabotage de puissance dans une grande compétition internationale, ou plutôt une grande guerre. Mais si en plus on a des élites qui biberonnaient depuis l'enfance ou leur sortie de l'université, alors biberonnées ou compromises, parfois on biberonne, on paye, et parfois on compromet. On glisse des choses dans
dans les chambres, dans les cocktails. On prend des photos compromettantes, compromissions. Donc ces élites biberonnées ou compromises, depuis 40 ans, ont tout fait progressivement pour qu'il ne reste plus rien en France de régalien. Nous n'avons plus d'industrie souveraine. Donc nous sommes en train tous de devenir, j'espère que la Suisse n'a pas pris ce chemin-là, parce que je ne connais pas. Bon. Nous sommes en train de devenir en fait une nation uniquement de consommateurs. Et là, on revient sur la démarche spirituelle et politique. Si vous vous battez, vous serez des individus. Si vous vous battez encore plus, vous serez des citoyens. Si vous ne vous battez pas, on va vous enlever une portion de ce que vous êtes, votre esprit, et faire de vous simplement des entités, des objets. La réification. Donc c'est ce qui va vous arriver. Et c'est ce qui va m'arriver à moi aussi si je ne me bats pas. Mais en se battant, vous pouvez redevenir des individus avec votre dignité. En vous battant, vous pouvez redevenir des citoyens à part entière de vos différents pays et nations. Parce que si on ne redevient pas ça, le stade de consommateur est un stade transitoire qui, selon un cercle vicieux, va vous faire tomber toujours plus bas. De consommateur, vous allez passer à esclave. Donc c'est le retour de la servitude. La Boétie, la servitude sera-t-elle volontaire? Avec le pain, les jeux et les distinctions, c'est en cours. C'est en cours. C'est un outil utilisé pour aller vers toujours plus de servilité. Donc si vous ne le faites pas, vous serez des serfs. Nous serons des serfs, tous. Entre-temps, vos pays auront été ruinés. Les industries se seront évaporées. Et dans un empire, il n'y a qu'une seule capitale. Donc l'euro demain qui va être malmené, qui est malmené aujourd'hui, sera d'autant plus malmené qu'il faudra protéger le dollar. Absolument. Comme les Russes feraient tout pour protéger leur rouble. Ou les Chinois feraient tout pour protéger le renminbi. Oui. Et nous là-dedans, nous Français, on célèbre ici aujourd'hui l'amitié franco-suisse, bien sûr. Nous Français, nous n'aurions rien à faire. Nous ne représentons rien. Nous n'incarnons rien de ce que peut vouloir aussi une partie de ce monde. On représente tellement de choses. Cette guerre économique que l'on a perdue parce que la plupart de nos industries sont parties pourrait être le préalable à une guerre réelle. Une fois que l'Empire américain aura épuisé les ressources de ses vassaux, et une fois que dans ses velléités expansionnistes, un empire ne peut que s'étendre. Une démarche impériale est une démarche d'extension, à la différence d'une démarche simplement nationale. François Mitterrand qui disait le nationalisme c'est la guerre, non, monsieur Mitterrand. L'impérialisme, c'est la guerre. Pas forcément le nationalisme, pas forcément. N'oubliez pas que ce qui était derrière la volonté allemande de conquérir l'Europe, c'était l'impérialisme allemand. Ils voulaient faire un Reich qui durait 1000 ans. C'est ça qu'ils voulaient faire, un empire. Et régner sur tous, sur des vassaux, sur des serfs. Donc quand l'Empire américain aura usé ses dernières ressources industrielles, après avoir vampirisé celles de ses vassaux, la France en fait partie, nous nous retrouverons tout seuls. Nous n'aurons plus rien que nos yeux pour pleurer. Il faudra encore se retrousser les manches. Voilà ce qui va se passer. Il reste 5 minutes. Je vais essayer de conclure. Ça passe vite. C'est passionnant. Guerre économique, avec des volets industriels, financiers, guerre psychologique, guerre de subversion. La guerre psychologique, les peuples du monde l'ont aussi subi en 2020. C'est mon postulat. Une guerre psychologique qui était une sorte de blitz, j'appelle ça dans le livre le blitz médiatique. Un bombardement d'informations continues pour abattre vos barrières cognitives, les unes après les autres, et faire en sorte que vous n'ayez plus en fait de discernement, de libre discernement éclairé, et que vous soyez en fait
des sortes de consommateurs d'informations. Que vous ne soyez plus que des consommateurs, en fait. Vous n'êtes plus des citoyens. Vous n'avez plus ce pouvoir de jugement et ce choix politique d'ailleurs, qui d'ailleurs a été biaisé. Le circuit politique a été biaisé, en fait. Il a été truqué. Donc la guerre pourrait arriver demain. Son meilleur rempart est une démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, si on se prête et si on accepte la théorie, par exemple, de Jung, qui est très intéressante, les peuples ont une conscience collective. Et je doute qu'un peuple qui n'a pas encore connu la souffrance ultime, la faim permanente, comme ça l'a été le cas de certains peuples au début du siècle, et ça a mené à la guerre ensuite, actuellement, n'avons pas encore la pauvreté et la faim suffisantes pour créer un ressentiment tel que la conscience collective des peuples passe du plus au moins, passe du partage de la solidarité et de l'amour au ressentiment, à la division, à la destruction et à la guerre. On n'en est pas encore là. Mais visiblement, tout est fait pour. On ne parle tous les jours que de ça. D'hyperinflation, de raréfication des matières. Voilà. Il y a une dynamique qui est très pernicieuse qui est à l'œuvre. Pourrons-nous l'arrêter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, un homme averti ou une femme avertie en vaut 2, et un citoyen averti en vaut 4, ou plus. Donc si on peut encore reprendre le contrôle par le truchement de l'élection, par les urnes, on pourrait, avec douceur, faire en sorte que l'appareil d'État, je parle de l'appareil d'État français que je connais bien, que cet appareil d'État français, qui est en fait piloté par des représentants politiques théoriquement élus, légaux et légitimes, théoriquement légitimes, arrête de se retourner contre son propre peuple. Nous sommes un État-nation, nous sommes encore un État-nation en France. Une nation, un peuple qui se reconnaît des valeurs, un héritage, un futur, bref, un contrat politique qui est tissé, et avec un impôt qui est levé pour armer un appareil d'État au service de cette nation. État-nation, c'est tout. Si demain, l'appareil d'État, comme il l'est actuellement, c'est ce que je dis et ce que je défendrai toujours, est détourné du bonheur du peuple, tout d'abord de sa sécurité, puis de son bonheur, au profit d'intérêts privés qui n'ont rien à voir avec la publica, et que toutes les ressources publiques sont utilisées au profit de quelques-uns, la démocratie tombe. Et pour conserver ce pouvoir, et pour ne pas en fait être face à l'ignominie, l'abjection des crimes qui ont déjà eu lieu et qui pourraient avoir lieu encore dans les semaines et les mois à venir, la meilleure stratégie sera toujours celle de la diversion. Divertir l'attention d'un groupe social ou sociétal pour l'empêcher d'avoir sa colère qui monte contre quelques représentants qui sont peut-être les responsables de son malheur, et demain les coupables s'ils sont jugés. Et la meilleure des diversions possibles à la démocratie, c'est la guerre. C'est la guerre qui mettra un état d'exception démocratique. Nous ne serons plus en démocratie. Nous avons déjà vécu une forme de tyrannie sanitaire qui était, à mon sens, et je développe dans le bouquin, un préalable à une dictature, à un totalitarisme technologique et financier. Si nous n'y prenons pas garde, nous y perdrons tout. Nous y perdrons nos droits, nous y perdrons notre douceur de vivre. Si la douceur de vivre, vous la connaissez dans vos existences, vous perdrez le futur que vous pouviez légitimement préparer pour vos enfants et vos petits-enfants. Nous allons perdre tout ça. Et ce sera uniquement le fait de notre endormissement volontaire. C'est parce que nous ne sommes pas assez réveillés et conscients des enjeux dramatiques qui sont devant notre porte que nous laissons faire. Nous reportons à demain.
et nous divaguons dans la matière, dans le week-end, le voyage, le barbecue, différentes choses, qui nous fait penser à autre chose, alors que la clé, elle est là. Et si nous ne réagissons pas, si nous ne montrons pas dignes de cette épreuve avec un grand E qui arrive, l'épreuve redoublera. Et nous pourrions vivre de grandes souffrances. C'est possible. Je ne veux pas être aujourd'hui prophète de malheur. Je dis simplement que des choses sombres sont déjà arrivées, elles nous ont déjà frappés. Le pire peut encore advenir. Mais tout dépendra d'une masse, non plus de personnes en colère qui auraient régressé à un état presque barbare, mais bien d'une colère froide qu'on avait d'ailleurs observée dans les rues de France à l'été 2021, une colère froide, digne, de personnes qui ont compris qu'on est en train d'abuser d'eux, d'abuser de la confiance qu'ils ont remis aux représentants politiques, qui ne sont plus responsables. Ils sont irresponsables. Ils ont travaillé sur leur irresponsabilité pénale, mais en fait, ils sont irresponsables de fait de tout ce qu'ils ont fait. Et on devrait les poursuivre pour ça. Et on les poursuivra. Donc que ce soit dans les urnes ou dans la rue, et ce sera mon mot de conclusion, vous faites face, sans parfois le savoir, à une guerre sourde des États profonds contre l'État-nation. Si le concept d'État-nation existe dans différents pays, la France en fait partie. Et en a d'ailleurs été l'instigatrice. Cette guerre sourde, c'est la guerre du peuple contre quelques-uns. Les batailles seront perdues par le peuple, elles ont déjà été perdues. La guerre, in fine, sera gagnée par le peuple, car c'est la masse. Sauf si, bien sûr, cette masse devait être réduite, attaquée, mise sous servitude, sous coupe. C'est possible. Mais la peur est un instrument temporaire. La division est également un instrument faible. Une fois que les citoyens de tous les pays auront pris le courage d'être dignes, le courage de réfléchir, le courage d'agir, il y aura une sorte de viralité positive de nos actions, de ces actions, et très probablement, la clé est ici. Le courage de dire non à la peur, à la division, à l'anéantissement, bref, à la vie, à la survie d'abord, à la vie ensuite et à votre existence citoyenne. La démocratie est le meilleur rempart contre la guerre. Merci.